Pour cette vidéo, j'ai demandé à Dominique Lamontagne de nous présenter les livres qu'il a écrits et de nous parler de son tout dernier livre, Vivace, Carnet d'autonomie élémentaire. Bonne écoute et surtout, bonne lecture. Alors aujourd'hui, je vous présente mon œuvre littéraire sur laquelle je travaille depuis une quinzaine d'années, je dirais. 2000, ouais. On va y aller en ordre chronologique. Ça va être plus simple pour moi. Alors, le premier, La ferme impossible, publié en 2015 chez Éco-Société. Un essai d'environ 150 pages. Ouais. Ouf, même pas 120 pages. Ça se lit bien, ça se lit vite. Et puis, c'était à l'époque une conférence, en 2013, que j'ai été trimballé à travers le Québec. Suite à notre arrivée ici, à Sainte-Lucie-des-Laurentides, arrivée qui s'est faite suite à notre voyage dans le merveilleux monde de la restauration à Montréal. À un moment donné, on s'est tanné, comme tout bon restaurateur. Après 5-6 ans, tu es en burn-out, tu pètes aux frettes, tu veux sacrer ton camp, tout vendre. Fait que le moment le plus excitant après l'ouverture du restaurant, c'est le moment où tu mets le clé dans la porte. Tu mets la clé dans la porte. Alors, on est arrivé ici. Puis là, ça n'a pas pris de temps quand même. Après un an, on s'est dit, mon Dieu, on est capable de faire des œufs, du lait, du poulet. C'est d'une facilité quasi déconcertante, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de mortalité. Les animaux passaient l'hiver, ils nous donnaient des quantités astronomiques d'aliments. Et puis on s'est dit, ben là, on fait une table champêtre. Donc là, on me suis mis à regarder ça, le MAPAC, l'UPA, ce que c'est. Puis là, badang, je me suis rendu compte que c'était à peu près impossible, d'où le nom, la ferme impossible, parce qu'il fallait investir quelque chose comme 1 million. Si tu mets là-dedans les quotas, les infrastructures, les permis. On parle de près de 3 500 $ par année en permis. Si tu mets aussi la cotisation à l'UPA, puis les frais que tu donnes à Écossaire pour pouvoir dire que ton stock est bio. Et puis à peu près 1 million si tu veux avoir, je disais dans la ferme impossible, je pense 2 vaches, 200 poules puis 500 poulets. Depuis, on est à 300 dans leur quota dans le poulet, fait que ça peut être baisser un petit peu, mais essentiellement, si tu voulais faire un pâté au poulet, en faisant ta béchamel avec ton lait de chèvre, en prenant ton propre poulet, puis en transformant ça ici, il fallait que tu aies une usine laitière, un abattoir en bonne et due forme, puis ça montait à une somme astronomique. D'où le nom, La ferme impossible. Donc, quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai essayé de fouiller l'histoire, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là, l'UPA, les plans conjoints, la gestion de l'offre, les quotas, le hors-quota, puis aussi, évidemment, les différents permis de transformation. Donc, ce que c'est la ferme impossible, c'est que c'est un état des lieux essentiellement législatif, puis un plaidoyer en faveur de la légalisation de l'agriculture artisanale, avec quelques recettes, et puis une conclusion qui, ma foi, tient le coup. Oui, parce que ça a pas mal vieilli, malheureusement. Ben, c'est-à-dire que bon, le hors-quota a changé un petit peu, mais essentiellement, on est pris dans la même affaire, puis je conclus que devant la difficulté qui m'apparaissait à cette époque-là, absolue, d'alléger le carcan législatif qui prenait en étau, le carcan, en fait l'étau qui prenait en étau, l'artisan, n'a pas beaucoup changé. Et puis, ma conclusion, c'était, ben, d'après moi, la meilleure affaire à faire, c'est de le faire soi-même. Puis, entre voisins de palier, se vendre des affaires. Donc, lui, il fait du yogourt, il te le vend, toi, tu fais du pain. Vous troquez ça, parce que encore aujourd'hui, la zone de liberté la plus vaste et la plus facile à occuper est celle de la consommation personnelle. Donc, tant que tu ne vends pas, tu peux avoir une vache, tu peux avoir 10 vaches, tu peux avoir 1000 vaches, si tu bois tout leur lait, puis que tu les abats, puis que tu manges leur viande. Tu ne peux pas avoir plus de 100 poules ou 300 poulets, même si ce n'est que pour ta consommation personnelle, mais 100 poules et 300 poulets pour une consommation personnelle. Moi, 100 poulets, j'en ai un peu trop. Et puis 100 poules, j'ai jamais essayé plus que 36. Donc, tu sais, ça demeure une zone. Puis la raison pour laquelle je trouve ça intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait, comme ils disent en anglais, I came full circle, c'est que j'en suis revenu à penser que non seulement au niveau législatif, mais au niveau des bienfaits pour l'environnement, au niveau de cet équilibre-là qu'on cherche sociétalement pour avoir un style de vie plus durable, habiter un écosystème de manière plus écologique, de s'assurer d'avoir une empreinte moins lourde,
sur l'environnement, je continue à penser que c'est en le faisant chacun à sa manière, chez soi, pour soi, d'abord et avant tout, qu'on va s'en sortir. Donc, arrêtez de chercher des technologies, puis des techniques, puis des politiques, puis des manières de faire ça encore et toujours à une espèce de demi% de la population. Et puis, arrêtez de s'étonner quand ce demi% de population-là pète aux frettes, prend les raccourcis qu'il prend pour être capable de nourrir tout le reste du monde. Tu sais, je pense que si on est plus à remettre l'épaule à la roue, on va s'en sortir mieux. Alors, c'était La ferme impossible par moi-même. Donc, voyant que La ferme impossible demeurait probablement impossible, 3 ans plus tard, je me suis rendu compte que ce qui était le mieux de faire, c'était d'essayer de supporter les gens, d'outiller les gens qui cherchaient à élever eux-mêmes des poules, des poulets, des chèvres, puis en tirer une autonomie alimentaire personnelle. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de guide au Québec, qu'il n'y avait rien en français. Il y en avait aux États-Unis, mais il n'y avait rien au Québec. Ce qu'on avait dans les bibliothèques, dans les librairies, même dans les pet shops, c'était des espèces de livres qui venaient soit des États-Unis, soit de France, soit d'Europe, qui étaient plus ou moins complets, qui étaient souvent très, très courts. Donc, il n'y avait pas vraiment de Bible. Tu sais, comme il y a, mettons, le Market Gardener en anglais, qui est le livre de... Le maître à penser là, de notre ami Jean-Martin. Eliot Coleman. Donc, The Market Gardener, en français, la traduction de ça serait jardinier maraîcher, genre. Ce livre-là, il n'y avait pas l'équivalent, c'était pour les potagers, il n'y avait pas l'équivalent pour l'élevage. Donc, j'ai décidé de l'écrire en publiant L'Artisan fermier chez Éco-Société, encore une fois. Alors là, on parle d'une brique quand même, là, de 348 pages, avec encore plus de recettes, beaucoup d'idées de transformation, mais énormément de plans techniques et puis d'informations très précises pour être capable vraiment là, de construire son élevage avec des plans de construction très, très précis pour les cages mobiles, la table de traite. Donc, illustré de ma main déjà pour que ça puisse être viable économiquement, parce que faire ça à des illustrateurs, on en aurait eu pour une méchante beurrée. Alors, je me suis occupé de tout ça, et puis... C'est très fouillé, hein? Je l'ai lu, c'est très fouillé, c'est très détaillé. Oui, en effet. C'est très fouillé, très détaillé, mais peut-être trop, pas trop, mais c'est que là, en écrivant ça, je me doutais pas, justement, de la pointuitude, de la... Oui, c'est très pointu. C'est-à-dire il faut que tu veuilles le faire. Tu t'achètes pas ça comme un livre de recettes pour le feuilleter, faire une recette peut-être, puis le mettre dans la bibliothèque, parce que ça demande quand même un investissement particulier. Cela dit, il y a beaucoup de trucs, même pour des gens qui veulent juste avoir quelques poules, ça peut être intéressant. En tout cas, je voulais qu'il y ait c'est un ouvrage de référence. Et puis, celui-là, tu vois, le premier, j'avais demandé à Joel Salatin d'écrire ma préface. À l'époque, quand je l'avais découvert, j'étais bien pâmé par rapport à son système, Polyface Farm. Dans L'Artisan fermier, j'ai demandé à Marc Séguin d'écrire la préface parce que j'ai rencontré Marc. Il est venu tourner La ferme et son état ici. En fait, la partie dans laquelle je suis, il est venu ici. Et puis, juste après La ferme impossible, lui, il a lu ce livre-là. Puis, il est venu me rencontrer. Puis, juste après le tournage, j'ai publié ce livre-là. Donc, j'ai demandé à Marc, ça te tente-tu d'écrire la préface? Marc Séguin, qui est auteur et peintre. Oui, Marc Séguin qui a réalisé La ferme et son état, puis qui lui-même a chez lui quand même un petit élevage, puis des fruits et des légumes. C'est quelqu'un de très, quand même, aussi pratico-pratique. Et puis, donc, voilà. Puis là, évidemment, dans tout ça, moi, je milite justement pour la légalisation de l'agriculture artisanale. Je m'oppose à l'agriculture industrielle dans mes conférences, je me mets à parler énormément des problèmes de cette agriculture aux soins intensifs-là que je décris, de la quantité d'intrants dont elle dépend, de la quantité d'externalités négatives dont elle est responsable. Et puis, assez rapidement, si tu lis The Omnivore's Dilemma, Eating Animals, il s'est mis à y avoir un courant d'éthique animale
qui pointait du doigt l'élevage intensif industriel. Et puis nous, quand je dis nous, je veux dire les paysans omnicoles que nous sommes, les néo-paysans, les petits agriculteurs artisanaux, les artisans fermiers, on était très sympathiques à cette cause-là qui est celle de libérer les animaux de cet élevage-là qui ne fait pas de sens, puis les animaux non humains et humains, parce que non seulement ça n'a pas d'allure être un animal, une bête dans cet environnement-là, mais ça n'a pas d'allure être un humain qui supporte ça puis qui mange ça. Donc, on était liés jusqu'à temps qu'il y a un groupe qui se détache de ces gens-là qui est en faveur d'un meilleur traitement des animaux, qui s'appellent les véganes, puis qui se mettent à critiquer non seulement ce type d'élevage-là, mais à se précipiter aussi vers les groupes de consommateurs qui, voyant les affres de l'agriculture industrielle, ont choisi de jeter leur dévolu sur des plus petits artisans dans les marchés publics, dans les petites boucheries éthiques. Et puis, les consommateurs qui voyaient là une manière là, de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire arrêter de supporter l'agriculture industrielle, mais quand même pouvoir manger de la viande qui a de l'allure. Mais les véganes se sont opposés à ça aussi. Donc, c'était un groupe de gens d'éthique animale extrêmement bruyants, extrêmement violents, je trouve, dans leur approche. Et puis là, tranquillement, les restaurateurs qui travaillent avec des produits locaux de petits élevages, les bouchers qui travaillent avec des produits locaux de petits élevages, se sont mis à être attaqués par ces gens-là. Soit investis par des groupes qui venaient faire des stand-in, soit qu'il y avait carrément du vandalisme, où leur serrure était remplie de colle, ou bien leur vitrine était peinte en rouge sang. Et puis là, ces gens-là sont venus un peu vers moi me dire, là, tu es déjà en train de défendre notre agriculture, tu pourrais pas aussi nous défendre contre les véganes? Fait que là, j'ai dit oui. Fait que là, j'étais allé à la TV, à la radio, dans les médias, puis sur Facebook, je passais beaucoup de temps à leur répondre à ces gens-là. Puis là, je me suis rendu compte, my God, il n'est pas assez de 3 minutes à TV ou 1 minute à radio ou un article pour expliquer vraiment la complexité de ce rapport-là qu'on a aux vivants, la complexité qu'on a en tant qu'animaux, humains et non humains, à s'entre-dévorer pour survivre. Donc, j'ai décidé d'écrire, c'était le préambule à mon 3e livre, qui est La chèvre et le chou, qui est un dialogue que j'ai écrit avec Jean-François Dubé, qui est un militant vegan, un étudiant qui était étudiant à la maîtrise en sciences politiques. Donc, on s'est écrit des lettres, donc des emails. Donc, moi, j'écrivais. Lui, il me répondait. Et puis là, à partir du moment où on avait les 2 premières lettres décrites, bien évidemment, on avait à chaque fois 1 million d'affaires à répondre à ce que l'autre venait de nous dire. Je trouvais ça important d'écrire ça pour avoir une fois pour toutes le temps de me pencher sur, par exemple, les études qui te garochent par la tête pour dire à quel point la viande, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour la santé. Évidemment, l'argument vegan est d'abord et avant tout un argument éthique. Hein? C'est parce que c'est mal, c'est parce que c'est pas bien de manger les bêtes que les véganes nous demandent d'arrêter ça. Puis ensuite, ils saupoudrent avec des arguments supposément écologiques, pseudo-scientifiques et puis de santé pour en rajouter à leur pour essayer d'asseoir ça. Pour essayer d'asseoir ça. Or, c'est très, très, très simpliste en général, les idées qu'ils nous présentent, je trouve. Et puis, j'ai essayé d'en faire la démonstration là-dedans. Évidemment, c'est compliqué. Puis, à un moment donné, ça revient à être quelles études choisis-tu de croire? Mais essentiellement, moi, j'en suis venu à la conclusion que, en fait, tu vois, moi, je pratique l'agriculture que je pratique parce que c'est la seule qui me donne l'impression qu'elle pourrait me soutenir de manière durable. Et puis, bon, lui, évidemment, il achète tout ce qu'il mange. Donc, on n'était peut-être pas dans la même situation. Chose certaine, il n'a pas fait l'apologie de l'agriculture véganique. Puis moi, je pense encore aujourd'hui que la meilleure réponse à donner à quelqu'un qui dit « Moi, je suis végane, je ne me nourris que d'aliments végétaliens », bien, de lui dire « Désolé, mon coco, il n'y en a pas d'aliments végétaliens. Les légumes que tu manges sont en général engraissés au fumier. L'agriculture véganique
vivote à peine dans des pays chauds. Ici, il y avait une ferme. Depuis, elle n'offre plus de produits à la vente. Donc, quand vous aurez investi, les véganes, quand vous aurez investi de l'énergie à déployer une agriculture véganique convaincante et digne de ce nom, revenez me voir, puis là, on comparera les rendements. Mais d'ici là, ben, vous n'avez pas d'agriculture pour vous nourrir, fait que shut up. Alors, ceci dit, ça a été une expérience assez laborieuse et pénible pour plusieurs raisons. Ça a été compliqué au niveau de l'édition. À chaque lettre, il fallait repasser sur les textes. Puis bon. Mais quand j'ai eu fini ça, j'étais vraiment là, tanné d'être dans ce sujet-là. Et puis, ça a bien tombé parce que Marc, justement, qui avait signé la couverture, hein, le dessin ici, là, de la chèvre et le chou, que vous avez d'ailleurs ici en arrière, en original noir et bleu. Quand je suis allé chercher ce dessin-là chez lui, c'est-à-dire à son studio, il m'a demandé si je serais intéressé à écrire d'autres choses. Je lui ai dit oui. Il dit parce que là, on m'a mis en charge d'une collection chez Le Méac qui s'appelait Territoire. Et puis, il m'a demandé si j'avais encore quelque chose à dire. Je dis ben oui, évidemment. Et puis, donc, je suis allé réfléchir à ça, puis je lui ai proposé d'écrire un journal de bord, un carnet de bord, c'est-à-dire 13 mois ici à la ferme, ce qui se passe, ce qu'on cultive, pour essayer de donner aux gens une impression concrète de l'énergie qui est investie, puis du retour sur l'investissement de temps. Donc, des chiffres, mais aussi la possibilité pour les gens que ça intéresserait de nous suivre. Donc, de voir le mode de vie. Un peu. Bien, de voir le mode de vie, puis de voir aussi, tu sais, à partir quand ça commence, là, en mars, les semences, bien, si vous suivez le livre, vous pouvez nous imiter, puis vous allez suivre à peu près le même calendrier, c'est-à-dire tu lances tes semences à l'intérieur, puis là, éventuellement, tu t'en vas dehors, planter ci, planter ça, transplanter ci, transplanter ça. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un carnet d'autonomie élémentaire. Donc, c'est un carnet, mois par mois. Donc, à chaque mois, à chaque jour, il se passe quelque chose. Là, on est au mois de janvier. Donc, c'est pas une entrée par jour, mais quand même, on se promène à travers tous les mois de l'année. Il n'y a pas d'illustration, comme tu peux voir, mais il y a de tout là-dedans. Il y a quand même une belle section aussi de recettes, parce que, évidemment, on dit ce qu'on mange, puis j'explique comment on le cuisine, puis dans ma tête, c'est extrêmement pertinent de donner aux gens les recettes précises. Donc, il y a une bonne section qui s'appelle Côté cuisine, où il y a à peu près une trentaine de recettes. Là. Tu sais, j'ai une recette de pain au levain là, sur 10 pages pour que les gens puissent pas manquer leur coup s'ils s'essayent. Mais j'ai des tomates confites, j'ai de la carbonate flamande, on a une béchamel, de la pâte à pizza, justement, la pâte à pizza de Becky et Luigi Toretti. On a aussi leur recette de tomates vertes confites là-dedans. Donc, vraiment, les gens qui le lisent trouvent que ça se lit comme un roman, parce que, de fait, plus j'avance, plus je vais dans la péripétie, c'est-à-dire que je raconte ce qu'on fait de manière moins mathématique, puis technique, puis plus sentie. Puis à la fin, vers la fin, là, on fait deux road trips, là, un dans le bas du fleuve, puis un au Nouveau-Brunswick. Puis là, le lecteur nous suit là-dedans. Donc, je raconte aussi le début de Vivace, évidemment, c'est la sortie de La chèvre et le chou, mon livre d'avant. Fait que Vivace commence où La chèvre et le chou finit, c'est-à-dire qu'il est publié. Et puis, je parle de la radio, comment j'essaie de défendre encore là. Tu sais, je suis passé de ne plus vouloir défendre ça en 10 secondes à produire un livre où le monde te demande de te résumer en 10 secondes qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là. Fait que là, je vis vraiment une grande déception. Là. Et puis, je suis fâché, puis je suis tanné, puis je veux plus faire d'entrevue. Mais là, éventuellement, ben là, novembre, décembre arrive, on rentre sur nos terres, et puis c'est une période un petit peu plus
calme l'hiver, où je lis beaucoup. Fait que cette portion-là du cahier t'amène à découvrir beaucoup d'auteurs qui parlent de décroissance, puis de tout ça. Et puis, éventuellement, le printemps arrive, puis là, on rentre en production. Fait qu'il y a différents moments, mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Moi, je trouve que c'est mon livre le plus accessible dans la mesure où ça... Tu sais, vraiment, là, tu repasses à travers les 3 autres livres, en fait, d'expériences acquises, puis d'idées, puis de pratiques. Fait que c'est une espèce de condensé des 3 conjugués au maintenant, puis au vécu. Puis c'est très incarné. Donc, ça s'appelle Vivace parce que je trouvais que c'était une belle manière de parler de ce dont je parle, c'est-à-dire d'établir des mécanismes, de profiter de ce que le vivant a à nous offrir quand on lui permet d'être le plus autonome possible, de renaître de ses cendres là, à chaque printemps, puis vraiment là, de faire partie d'un cycle répété. C'est ça pour moi la pérennité, c'est ça pour moi le caractère durable de quelque chose. La Vivace représente bien ça. Puis où on peut trouver ces livres-là? Vous pouvez les trouver d'abord sur notre site enpleinegueule.com parce que, j'en parle dans Vivace, les auteurs touchent en général 10% du prix de vente des livres que vous voyez là, en librairie. Donc, nous, on peut par contre acheter ces livres-là aux distributeurs ou aux éditeurs et puis, dans ce temps-là, on le paye peut-être le 2/3 du prix. Donc, le reste nous revient. Alors, sur le site, on les vend. Ça revient à peu près au même prix qu'à la librairie, avec 5 $ de plus pour l'envoi, pour ces 3 livres-ci. L'artisan fermier, c'est un colis, fait que c'est un peu plus dispendieux. Mais sinon, vous pouvez aussi aller en librairie. Ils sont encore en stock en général. Puis sinon, le libraire le commande, puis il l'a le lendemain. Là. Donc, c'est quand même là, aussi une façon... là, légitime de se le procurer. Mais quand nous, on vous l'envoie, je vous le dédicace. Fait que c'est aussi une petite plus-value, là, si ça vous intéresse d'avoir un mot et un autographe. Là. Et puis dans mes livres, tu vois, je me pratique là, à écrire mes différentes dédicaces. Là, à qui je l'ai envoyé, des fois, je le mets. Tu m'en fasses une tantôt, là, je vais t'en acheter un. OK. Je vais t'acheter Vivace. OK. Cool. Bon, excellent. Alors voilà mon grand œuvre.